nous allons vous parler de construit commun en matière de sécurité. Alors, construit commun, c'est du concept. Hein, on y a travaillé, on a bien cherché. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que vous avez le résultat de 3 groupes de travail. Un groupe de travail sur les projets de construction, comme vous avez compris, un groupe de travail sur les accidents graves et mortels, un autre groupe de travail sur les activités de maintenance et grands arrêts, qui ont tous les 3 des logiques différentes. Or, vous allez avoir cet après-midi des intervenants qui vont parler de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont conclu. Donc, il nous est apparu important de vous donner d'entrée quelques clés de lecture pour la suite. Alors, on va aller rapidement, hein, mais vous allez voir donc les grands principes qu'on a finalement fait émerger de nos groupes de travail. Alors, on va d'abord parler de ce fameux construit commun de prévention. Ensuite, je vais vous parler des 6 principes du groupe d'échange culture de sécurité dans les projets de construction. Et Michel vous parlera des principes liés à la prévention des accidents les plus graves. Alors déjà, sur le principe général de co-construction. D'une façon générale, entre les entreprises utilisatrices et les entreprises industrielles, je dirais historiquement, la relation est essentiellement une relation contractuelle et de prescrit. Alors, dès que l'on est dans le prescrit, je pense que je ne convaincrai personne. De plus, que vous êtes déjà tous convaincus, le prescrit a des limites, hein, forcément. On ne peut pas tout prescrire. Il y a le prescrit et le réel, on peut faire des erreurs. Et quelque part, on n'engage pas tellement les gens et on n'engage même pas forcément le prescripteur. Donc il faut changer de logique. Il faut passer d'une logique de prescription à une logique de co-construction de la sécurité. Et cette co-construction, elle doit être permanente, elle doit être constante depuis le début du projet jusqu'à la fin du projet. Et c'est là que les difficultés commencent. Parce que pour arriver à cette co-construction, il faut un minimum d'intelligence. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Donc le GIEC ont travaillé sur 6 principes. Alors le premier principe, c'est la vision. C'est vraiment un thème de leadership. La vision, c'est la mission du projet, c'est l'ambition que l'on a, notamment en matière de sécurité, ce sont les valeurs que l'on défend, enfin bref, tout ce qui permet d'entraîner une population sur des objectifs précis. Donc un principe de vision à décliner tout au long du projet. Ensuite, un principe de co-construction du cadre organisationnel, c'est-à-dire à la fois le cadre du projet, qui fait quoi, qui a quelle mission très précisément, et puis le résultat que l'on veut obtenir sur place. Vous savez qu'un chantier, c'est une histoire de flux de matériel et de matériaux. Hein, on empile des matériels et des matériaux avec une certaine logique. Il faut que cette logique, elle soit réglée comme du papier à musique. Alors en France, on peut donner ça à un coordonnateur SPS. Hein. C'est un principe très important. Mais ailleurs, on paye des personnes qui vont faire de la coordination interentreprise pour cela. Donc un second principe comme cela. Ensuite, on a un principe de co-construire un référentiel de sécurité. Ici, il s'agit de comparer les systèmes de management des entreprises intervenantes et de l'entreprise utilisatrice et d'avoir une cohérence entre elles. Par exemple, si on prend le cas des règles d'or, faire en sorte que les règles d'or ne se contredisent pas entre les intervenants et les entreprises utilisatrices. 4e grand principe, arbitrer et gérer les compromis. Un chantier, de toutes les façons, ça ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des aléas. On ne peut pas prévoir les aléas. Par contre, on peut prévoir comment on s'organise pour gérer les aléas. Les lignes rouges à ne pas franchir. Les niveaux hiérarchiques impliqués. À partir de quel moment quelqu'un doit taper sur le niveau suivant, n'est plus apte à prendre une décision. Mais tout ça, ça s'organise. Arbitrer, gérer les compromis, c'est un grand principe. Dernier principe, enfin avant-dernier principe, co-construire une relation de coopération et d'accompagnement. Là, ici, on parle de leadership sécurité pure. Il s'agit d'embarquer tout le monde. Toute la ligne managériale doit en être capable, depuis le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, et puis naturellement toutes les équipes, et cela doit arriver jusqu'au chef d'équipe. Et là, il y a énormément de choses à faire pour établir la confiance, la transparence, la bienveillance, bref, l'efficacité, le leadership. On a travaillé là-dessus, et dans le livre sur le GIEC, vous voyez, vous aurez un certain nombre de trucs pour développer ça. Et puis, le dernier principe, naturellement, donc je dis toujours, et je sais que cela ne plaît pas forcément à tout le monde, mais qu'on ne sait gérer que ce qu'on sait mesurer.
enfin c'est un principe d'ingénieur de base, hein. Eh bien oui, mesurer et améliorer en continu pour piloter, et puis surtout, eh bien, à la fin, faire un bilan général pour capitaliser, ancrer l'expérience et puis aller plus loin. Voilà donc les 6 grands principes que le groupe de travail a retenu, a développé, a expliqué et a outillé avec des fiches pratiques. Ces 6 principes permettent de co-construire la sécurité tout au long du projet et c'est la raison pour laquelle nous avons distingué aussi 6 grandes étapes que je ne vais pas détailler, hein, avant-projet, études de base, études détaillées. À la fin des études détaillées, les entreprises sont choisies. Il y a une mobilisation du chantier qui est en fait une préparation du chantier. Et puis pendant le chantier, on décline les principes naturellement, comme à chaque phase, et on termine. Voilà les clés de lecture générale pour notre groupe d'échange. Et je laisse la parole maintenant à Michel qui va donner un éclairage sur les accidents graves et mortels. Je vais essayer en quelques minutes de vous donner les principes qui sortent des travaux que nous avons menés sur les accidents graves et mortels. Le premier principe, c'est d'identifier des situations à haut potentiel de gravité. Pourquoi ? Parce que nous avons constaté que si le taux de fréquence des accidents s'améliorait, le nombre d'accidents graves et mortels stagnait, voire parfois augmentait. Donc il était nécessaire d'avoir d'autres méthodes et de remonter pour voir quelles étaient les situations qui pouvaient être des précurseurs d'accidents graves et mortels. Ce petit schéma représente les 3 grands domaines que l'on considère en général comme étant des domaines à risque. Les procédés ou processus industriels, les situations de travail et les coactivités. Coactivités avec d'autres équipes, avec d'autres équipements. Il nous est apparu nécessaire de s'affranchir de ces limites habituelles et de faire un examen 360 degrés de ces domaines pour bien évaluer les risques et les appréhender. En particulier, les zones d'intersection de ces cercles sont très importantes. Je peux travailler en hauteur, donc une situation au potentiel de gravité. Je peux être aussi dans une zone ATEX et je peux travailler au-dessus d'une autre équipe. Ça veut dire que dans la réalité, dans la vraie vie, il y a des intersections importantes entre ces domaines. Le deuxième point qui nous a paru fondamental, c'est d'adapter notre stratégie au type d'accident grave et mortel possible. C'est-à-dire que pour chaque situation au potentiel de gravité identifiée, définir un système de défense en profondeur, PRA, avec une ligne de défense prévention, une ligne de défense récupération, une ligne de défense atténuation. Je prends un exemple puisque je suis chez RTE. Une ligne de défense de prévention en électricité, ça peut être la condamnation et l'ouverture des appareils de part et d'autre d'une installation à consigner. La récupération, ça peut être la vérification d'absence de tension. Et puis l'atténuation, ça peut être en particulier le port des protections et des EPI et des protections collectives. Donc ça veut dire que distinguer ces 3 niveaux est très important, en particulier le niveau récupération qui souvent est négligé dans les études ou dans les analyses d'accidents. Ce schéma résume un peu tout ce qui est sorti de la réflexion que nous avons menée sur les accidents graves et mortels. Donc vous avez les 3 lignes de défense, mais vous avez aussi des trous qui sont dans ces lignes et qui sont liés à des perturbateurs. Parce que dans la vraie vie, les lignes de défense qui sont composées de plusieurs barrières en général peuvent être affaiblies par des perturbateurs. Je prends quelques exemples. La demande pressante d'un client qui vous demande de finir les travaux plus vite. Un jeune embauché, ou bien une situation dans laquelle on a mal défini la préparation du travail. Vous voyez, donc vous avez beaucoup de cas où vous avez ces perturbateurs. Il est très important de les suivre parce que ce n'est pas parce qu'on a défini un système de défense avec 3 lignes de défense et des barrières que pour autant ce système de défense va être solide dans la durée. Donc le pilotage va consister à s'assurer qu'il y a bien un système de défense adapté aux situations au potentiel de gravité et que ce système de défense va pouvoir résister aux perturbateurs qui sont la vraie vie. Bon, et je passe sur le pilotage global qui consiste au niveau d'une entreprise à coordonner tout l'ensemble de la mise en œuvre de cette prévention des accidents graves et mortels. Donc retenez
les situations au potentiel de gravité avant la récupération, les 3 niveaux, les 3 lignes de défense et la manière de piloter l'ensemble. Et nous verrons que c'est essentiel pour que la coopération entre entreprises utilisatrices et entreprises intervenantes soit performante en matière de prévention des accidents graves et mortels.